Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire donc sur les matériaux critiques et stratégiques. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler quelques règles de comportement. Donc le programme de conformité aux règles de la concurrence que nous utilisons à la FIEV et aussi à la PFA. Donc la FIEV et la PFA entendent pleinement respecter les règles du droit de la concurrence. Pour chaque réunion, un ordre du jour précis et non équivoque est établi. Il est adressé à chaque participant avec sa convocation. Il est permis à tout participant de demander au début de la réunion le rajout d'un sujet à l'ordre du jour. Une telle modification nécessite l'accord de toutes les personnes présentes. Chaque participant devra veiller à ne communiquer que les informations nécessaires à l'activité et aux missions de la FIEV et donc de la PFA et ne pas communiquer ou échanger d'informations sensibles et plus généralement ne pas adopter de comportements susceptibles de constituer une violation des règles de droit à la concurrence. Donc j'appelle à la vigilance collective, mais aussi je suis assez confiant et je fais vraiment confiance puisque effectivement en général ça se passe, ce type de présentation se passe en général très bien. Voilà, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais me présenter. Donc, Thierry Parère, je suis consultant pour la FIEV en charge des sujets industriels et techniques. Donc, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire co-organisé par la FIEV et la PFA, consacré à un sujet qui est devenu absolument stratégique pour l'ensemble de nos industries, les matériaux critiques et stratégiques. On verra bien les écarts tout à l'heure dans la présentation. Donc derrière chaque moteur électrique, chaque batterie, chaque technologie de pointe, mais pas que, se cachent des matériaux essentiels dont les chaînes d'approvisionnement restent largement dépendantes d'acteurs extra-européens. De manière plus large, l'ensemble de votre supply chain est concerné sur potentiellement l'ensemble de vos produits et aussi de vos process, puisqu'on voit aussi d'un point de vue process qu'il y a des impacts. Et puis, ça agit aussi sur les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance de vos entreprises, l'ESG. Donc, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est bien de faire un point d'avancement clair et opérationnel pour tous, c'est-à-dire que à la fois les grandes entreprises, mais elles sont dotées de compétences et d'expertise en leur sein. Néanmoins, les petites entreprises et les plus petites structures qui aussi sont intéressées et qui subissent les conséquences doivent être aussi informées. C'est aussi l'objectif de ce webinaire. Donc, on va aborder les besoins liés aux transformations technologiques, mais pas que les transformations technologiques, je veux dire l'ensemble des technos, les risques associés aux matériaux critiques. On va parler du Critical Raw Material Act, donc européen, son intention, son périmètre. Et puis, on va aussi insister sur les actions que la filière automobile, et en particulier la PFA, dans son groupe CRA10. Elle se décompose, vous le verrez, en 6 leviers stratégiques de sécurisation. On les verra en détail. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 intervenants, j'allais dire de tout premier plan, en particulier les co-animateurs de ce groupe CRA10 de la PFA. Donc, je les remercie chaleureusement. Donc, Barbara Fourrière, experte matières premières stratégiques chez Renault, et Gildas Bureau, Materials and Sustainability Engineering Senior Fellow. Merci beaucoup à tous. Donc, la présentation durera 20 à 25 minutes. Et puis, on a souhaité aussi que le reste de l'heure soit entièrement consacré aux échanges. Donc, en général, les webinaires sont assez asymétriques, questions-réponses. Là, on se le veut un peu plus symétrique, en sens, c'est intéressant aussi que vous nous partagiez vos difficultés concrètes, vos retours d'expérience sur certains matériaux, vos enjeux spécifiques de sourcing, de conformité, ou alors vos besoins d'information. L'idée à la fois de la FIEV et de la PFA, c'est aussi de vous informer régulièrement, si vous le souhaitez, en fonction de vos expressions de besoin, sur les différents sujets. Donc,
De manière pratique, je vous invite dès à présent à poser vos premières questions sur le fil de discussion. Je les ferai ensuite défiler par ordre d'apparition. Je vous donnerai la parole par ordre d'apparition. Donc, je vous remercie pour votre participation active et je laisse maintenant la parole à nos intervenants avec le premier slide. Bonjour, merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. Donc Barbara Forière, comme Thierry le disait, je suis experte en matière stratégique chez Renault et je copilote avec Gilda qui interviendra plus tard le groupe sur ce même sujet au sein de la plateforme automobile. Donc, dans un premier temps, on va vous réexpliquer, vous le savez, vous êtes peut-être certains parmi vous au courant de ce que sont les matières critiques et stratégiques. Et ici, ce qu'on va donner, c'est la définition selon le Critical Raw Materials Act, donc CRM Act, qui est en vigueur en Europe depuis mai 2024. Alors, ce CRM Act s'inscrit dans une volonté plus grande, je dirais, de l'Europe d'accéder à une meilleure souveraineté, en partie sur les matières premières qui sont utilisées sur le périmètre européen. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a une définition d'abord qui concerne les matières critiques, qu'on appelle aussi CRM, et qui se détermine finalement par un calcul. Donc, les matières sont dites critiques quand elles dépassent un seuil, à la fois sur un axe qui est celui du risque d'approvisionnement, dit supply risk, et quand elles sont aussi d'une importance économique supérieure à un autre seuil, sur l'autre axe, on va dire, de la matrice, pour l'économie, en l'occurrence européenne, puisque le CRM Act se destine à l'économie européenne. Au sein de ces matières critiques, donc on verra qu'il y en a 34 définies par l'Union européenne, on trouve des matières qui finalement sont encore plus critiques et qui de ce fait ont été dénommées matières stratégiques ou SRM. Et ces matières, finalement, sont à la fois critiques avec les seuils dont on parlait juste auparavant, mais elles sont en plus très importantes pour des secteurs que l'Europe a considérés comme clés pour son développement, que sont les transitions écologiques et digitales, ainsi que l'espace et la défense. Et en plus, sur ces matières, on anticipe des difficultés d'approvisionnement. Par exemple, il pourrait y avoir un gap entre l'offre et la demande qui est amené à croître beaucoup plus vite que ce gap. Plus parfois des problèmes d'approvisionnement liés à la géographie de l'extraction ou du raffinage de ces matières stratégiques. Donc, en fait, je pense que tu peux appuyer Thierry pour faire défiler, pour faire advenir la liste des matières critiques et stratégiques. Donc, comme je vous le disais, il y a 34 matières critiques qui incluent les 17 stratégiques. Donc, la liste que vous voyez ici, quand elles sont noires, ça veut dire qu'elles ne sont que critiques, entre guillemets, et celles qui sont en rouge sont celles qui sont en plus stratégiques. Donc, vous allez reconnaître les matières qui servent à l'électrification des véhicules, en particulier tout ce qui est cuivre, lithium, manganèse, graphite, nickel, avec une petite étoile quand ça ne concerne que la version des grades batterie. Par exemple, sur le manganèse n'est considéré stratégique que le manganèse grade batterie. Idem pour le nickel. Le nickel, par exemple, qu'on va retrouver dans les aciers inoxydables, n'est pas considéré comme stratégique par l'Europe. Donc, vous voyez qu'on retrouve quand même dans ces listes une majorité des matières qu'on va utiliser pour produire nos véhicules et les composants, bien sûr, qu'ils embarquent. Alors, dans le CRM Act, l'Europe s'était aussi fixé comme mission, et je pense que tu peux, voilà, merci Thierry, c'était aussi fixé comme mission d'avoir une meilleure souveraineté en termes d'approvisionnement matière. Et pour cela, elle a fixé à l'horizon 2030 des objectifs qui sont à ce stade, en tout cas non contraignants, et qui sont les 4 que vous voyez figurer ici. Donc, un objectif d'extraction minière sur le sol européen qui correspondrait à un minimum de 10% de la consommation annuelle. Alors, sur certaines matières, on voit que ça pourrait potentiellement advenir. Sur certaines autres, on sait très bien que le sol européen manque de minerais du type terre rare, pour ne citer que, voire cobalt. Sur le lithium, on est plus confiant, vu les annonces d'extraction soit minière, soit les projets géothermiques qui s'annoncent. Mais donc, au global, la Commission, enfin l'Europe, attendrait 10% d'une extraction domestique, on va dire, correspondant à 10% de notre consommation, pardon.
Sur la partie processing, donc qui comprend notamment le raffinage de ces minerais, l'Europe voudrait qu'on atteigne 40% de raffinage, enfin de processing sur le sol européen. Donc 40% de ce qu'on consommerait devrait être raffiné et produit en Europe. Sur la partie recyclage, le seuil que l'Europe souhaite serait de 25% de notre consommation annuelle apportée par un recyclage, en fait, sur le sol européen. Et finalement, la dernière exigence, le dernier but que s'est fixé l'Europe, ce serait de ne pas dépendre à plus de 65% d'un seul pays pour notre approvisionnement en matières stratégiques, quel que soit le niveau de la chaîne. Donc, pas plus de 65% miné dans un pays, pas plus de 65% raffiné dans un autre pays, enfin, ça peut être le même. Donc, c'est en tout cas pas une dépendance à plus de 65% sur ces 17 matières. Je peux passer au slide suivant, je pense, Thierry. Alors, bien évidemment, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, ce qui est important de regarder, c'est où est-ce qu'on va trouver ces matières critiques et stratégiques définies par l'Europe. Mais on se rend compte finalement qu'on va trouver quasiment l'ensemble des matières définies précédemment sur un véhicule. Vous le voyez, là, on a essayé de figurer sur les différents périmètres du véhicule le type de matière qu'on retrouve. Et comme on a eu, on est encore d'ailleurs dans une crise des terres rares là, depuis avril dernier, on a fait figurer notamment les endroits, les périmètres et les composants où on trouve les terres rares. Mais pas que. Et puis, alors, un point quand même à préciser, c'est que tous les matériaux critiques, finalement, ne sont pas que des métaux. Même si l'Europe, dans sa définition, dans la liste précédente, cible fortement les métaux, les minerais métaux, on a aussi des polymères qui peuvent être critiques pour différentes raisons, notamment de, de précurseurs produits dans une seule usine dans le monde, ce qui évidemment conduit à des criticités qu'on imagine bien importantes. Tu peux passer au suivant, Thierry. Alors, évidemment, pourquoi ce sujet est de plus en plus travaillé, de plus en plus inquiétant pour nos propres activités, c'est qu'en fait, les risques sont de plus en plus nombreux dans nos chaînes de valeur, que ce soit des risques géopolitiques, des risques environnementaux ou des risques sociaux. On s'en est tous rendu compte, les chaînes de valeur, l'approvisionnement, les flux logistiques se complexifient d'année en année et ça fait apparaître des risques de plus en plus importants dans toutes ces étapes de la chaîne de valeur, que ce soit l'extraction, le raffinage ou la fabrication, par exemple, d'aimants, donc de produits un peu plus en aval de cette chaîne de valeur, et qui posent des problèmes dans l'approvisionnement. On se rend compte aussi de plus en plus que finalement les matières premières deviennent une arme diplomatique et une arme finalement de pression pour certains pays dans leurs relations diplomatiques avec le reste du monde. Sur la crise des terres rares, finalement, qui est arrivée en avril dernier, quand la Chine a décidé de mettre en place des contrôles à l'exportation des terres rares et des aimants qui en contenaient, c'est arrivé juste après que le président américain Trump décide de mettre en place des taxes encore plus importantes pour les échanges entre les US et les autres pays. Donc, ça a pu être considéré, cette mesure de la Chine, comme une mesure de rétorsion finalement et un moyen de faire pression pour s'opposer et essayer de faire diminuer les taxes mises en place par les États-Unis. Alors en bas, un diagramme qui finalement représente les différentes étapes des chaînes de valeur. Si on regarde sur les matières, au-dessus, on trouve les énergies plutôt, et en dessous, on trouve les matières qui vont nous intéresser, comme le cuivre, le lithium, le nickel. Et ce qu'on voit finalement de façon assez évidente, c'est que la Chine, notamment, occupe une importance, mais alors croissante et de plus en plus dominante, parfois en situation monopolistique, sur la partie surtout raffinage de toutes les matières qu'on va retrouver dans les batteries notamment, mais pas que. Et puis, évidemment, nous avons de plus en plus des mappings qui apparaissent sur les risques liés à ces enjeux ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on voit bien que tous les pays producteurs de minerais font face à des enjeux de ce type. Alors, ils sont
impactants pour leur environnement, à la fois au niveau de l'extraction minière, mais ils ont aussi eux-mêmes, ils vont aussi être affectés par l'environnement. Par exemple, on voit bien que les sécheresses, le manque d'eau peuvent impacter des extractions et en tout cas, l'accès à l'eau, quelque part, devient un enjeu aussi dans les zones où l'extraction minière en consomme beaucoup et on voit que ça peut conduire aussi à des manifestations sociales pour cet accès à l'eau. Donc tout ça, ce sont des enjeux effectivement qu'on doit regarder de plus en plus et qui impactent directement l'approvisionnement en minerais et en matières raffinées. Je n'en dirai pas plus sur ce slide, hein, on pourra en dire beaucoup plus, mais comme disait Thierry, on va essayer de garder de la place pour les discussions et je laisse Gilda poursuivre sur les slides. Oui, bonjour à tous. Donc, Gilda Bureau, je copilote avec Barbara au sein de la PFA, le CRA10. Et donc là, vous voyez en fait une étude que l'on a fait sur le suivi des pays qui font des restrictions sur les métaux critiques principalement. Et vous voyez en fait deux choses. C'est déjà par rapport à 2023, il y avait déjà des restrictions au niveau des composants, notamment sur les semi-conducteurs que sont le gallium et le germanium. Mais voyez aussi, entre 2023-2024 et l'année dernière, 2025, comment ça s'intensifie en termes en fait, de nombre de restrictions. Barbara parlait de la restriction sur les terres rares au mois d'avril, qui s'est renforcée. Mais voyez aussi qu'il y a d'autres pays africains, il y a aussi l'Indonésie qui prennent aussi des restrictions sur le nickel. En Afrique, c'est principalement le cobalt ou l'or. Et l'Europe aussi n'est pas exemptés de ce genre de restrictions, avec notamment des propositions de limiter l'exportation des déchets liés à ces composants critiques qui devraient intervenir en fait dans la future réglementation en 2026 dans ressources EU, de façon à récupérer aussi ce qui est sur le sol européen pour favoriser le recyclage. Donc le gros point d'interrogation, vous voyez, c'est la crise des terres rares, qui depuis avril nous occupe fortement au niveau de toute la filière automobile, avec les terres rares qui sont liées notamment à la partie de l'aimantation. Et comme vous savez aussi, il y a de plus en plus de projets non chinois pour fabriquer ces aimants et extraire ces terres rares hors Chine. Et donc la Chine a pris, en plus de la partie matière, des restrictions sur les technologies liées à cette partie en fait de fabrication des terres rares et aussi liée aux technologies de batterie. Donc ils regardent en fait non seulement les matières premières, mais aussi les technologies pour les parties process et manufacturing. Et dans les terres rares, il y a aussi un renforcement des restrictions entre la Chine et le Japon qui est tombé en début d'année, ce qui fait que tous les opérateurs qui sont rattachés en fait au Japon, y compris bien sûr au niveau européen, les équipementiers ont été aussi encore plus impactés sur cette crise au niveau des terres rares. Donc, vous voyez, et l'année commence fortement avec tout ce qui est pas des restrictions, mais vous savez que les conflits et les guerres qui peuvent exister, notamment au Moyen-Orient, qui créent aussi d'autres tensions sur les matières premières. Donc là, typiquement, Thierry, tu veux peut-être en parler, c'est justement Oui, par oui. rapport au conflit au Moyen-Orient, ce qui est préparé en fait typiquement via la FIDA. Voilà, en fait, c'est issu d'une note de l'OFREMI là, de fin mars, mais effectivement, c'est aussi d'autres événements qui arrivent, mais vous êtes évidemment tous au courant. Néanmoins, cette note nous permet de nous sensibiliser sur le fait que, en fait, le blocage du détroit d'Ormuz en particulier n'a pas que des impacts sur le pétrole et le gaz. Dans les années 70, c'était le cas. Depuis, ces pays-là se sont énormément diversifiés. Et effectivement, on s'aperçoit que effectivement, on a bien le pétrole et le gaz, mais aussi on a l'hélium, avec le tiers de l'offre mondiale et un Qatar qui est deuxième producteur d'hélium derrière les États-Unis. Donc, les impacts, c'est semi-conducteurs, secteur médical. Le soufre, donc 25% de la production mondiale, donc dans vos supply chain, tout ce qui est lié au soufre, pourra ou sera impacté avec en particulier la production d'acide sulfurique. Alors, il y a les engrais phosphatés, mais aussi les productions métallurgiques, nickel, cuivre, etc., qui sont impactées. Un gros impact, et on en reparlait encore ce matin à la PFA, l'aluminium, on ne le voyait pas venir non plus, 10% de la production mondiale. Et on voit aussi que les cours d'aluminium s'envolent très très vite
sur le sujet. Les minéraux industriels, donc l'OFREMI a identifié différents minéraux industriels produits dans des proportions importantes dans cette région-là. Donc vous avez la liste, le feldspath, la bentonite, le gypse, le kaolin, la célestine, puis il y en a sûrement d'autres. Et puis l'idée, c'est aussi que ça pourrait, et ça c'est aussi à surveiller, avoir des impacts, ou ça a déjà des impacts, sur des marchés associés tels que le verre, les céramiques, les ferrites, l'agriculture. Même si effectivement on est sur normalement un impact régional, mais néanmoins à surveiller. Et puis après, il y a les impacts indirects, c'est-à-dire que les métaux dépendants du soufre, on a vu un peu l'impact du soufre juste précédemment, et puis donc avec des cours qui pourraient évoluer avec le besoin d'acide sulfurique, hein, donc on parle du nickel, on parle du cuivre, et puis tout ce qui est lié à la hausse du pétrole et du gaz. Donc on a bien sûr les coûts logistiques, mais effectivement les coûts de production donc, qui nécessitent ces matières premières, pétrole et gaz, pour effectivement pouvoir les transformer. Donc vous avez un petit peu la liste là-dessous, mais c'est des choses aussi à surveiller, c'est-à-dire qu'au-delà des matériaux critiques et stratégiques, en approvisionnement, il y a aussi ces impacts géopolitiques qui ont des impacts plus grands que nous pouvions l'imaginer. Exactement, Gildas. hein. Et c'est pour ça aussi que la connaissance des métaux ou des procédés spécifiques qui nécessitent certains composants, c'est important en fait de pouvoir les partager et de les connaître, de façon à connaître l'exposition qu'on peut avoir, nous, et suivre ça au niveau du CRA10. Toute cette incertitude, qu'est-ce qui est mis en place au sein de la PFA du CRA10 en fait? C'est qu'on a identifié, suivant les différentes problématiques, 6 leviers stratégiques qui peuvent être activés à différents niveaux, hein, qui peuvent être activés soit de façon individuelle, soit de façon combinée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir différentes choses. On peut avoir de la substitution à 2 niveaux, hein, soit la substitution de la substance par une autre substance. Typiquement, un aimant permanent à base de néodyme-carbone peut être substitué par un autre aimant permanent, en fait, à base de ferrite, avec la limite de la célestine, hein, que l'on a découvert, qui est principalement extrait en Iran et qui est le minerai issu du strontium et qui rentre dans les ferrites. Ou alors l'autre substitution qu'on peut avoir, c'est substituer une substance par une autre, c'est-à-dire que dans les terres rares lourdes, on peut substituer le dysprosium par le terbium, ça, ça peut aider de temps en temps, ou dans les terres rares légères, on peut substituer par exemple le néodyme par le lantane. Et l'autre type de substitution que l'on a aussi dans les technologies, hein, notamment dans le cas des aimants permanents, c'est typiquement à rotor à aimant qui peuvent être substitués par des machines à rotor bobiné qui vont utiliser du cuivre. Donc ça, c'est des substitutions de substances ou de techno. On peut avoir la diversification des approvisionnements, hein, donc ça, c'est tout ce que fait notamment au niveau de l'Europe, hein, les partenariats pour avoir en fait des approvisionnements sécurisés avec des pays tiers qui nous donnent un cadre au niveau européen et au niveau national, hein. La France aussi fait ce genre d'accord qui permet de commercer en fait et de favoriser les échanges pour sécuriser. Et une fois que ces diversifications se font dans un cadre, eh ben, il y a des accords d'entreprise, hein, qui peuvent se faire pour acheter de la matière première, acheter des matériaux semi-finis et ainsi avoir une sécurisation à travers des contrats. Et l'Europe et la France aussi proposent de faire des achats groupés de façon à faire de la sécurisation dans le cas des diversifications qui ont été faites au niveau européen et français. Et ça, c'est aussi une autre opportunité pour la filière, hein, de pouvoir se regrouper pour sécuriser les achats groupés. Bien sûr, il y a l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire réutiliser ce qui peut être fait pour pouvoir réintégrer cette matière et ainsi diminuer la quantité de matière primaire en utilisant de la matière secondaire. Et la R&D avec tous les projets qui peuvent être faits, hein, qui peuvent être faits au niveau du CORAM notamment, hein, au niveau filière ou au niveau des contrats de R&D qui peuvent être faits entre les entreprises avec les laboratoires, les études, hein, le CEA, le CNRS ou les IRT, les ITE sont des outils éligibles au crédit impôt recherche qui permettent de faire de la R&D combinée et d'avoir en fait une aide d'État au niveau de l'information et de la collaboration.
Et bien sûr, les journées comme aujourd'hui, en fait, permettent aussi de renforcer le business intelligence qu'on peut avoir au niveau de la PFA, que vous pouvez avoir aussi et que nous, on a en tant que constructeurs pour, partager les informations qu'on a pour alerter en amont, alerter en aval, connaître ce qu'il en est, au niveau, des études techniques, économiques, géopolitiques. Et dans ce cadre-là, il y a un nouvel observatoire qui a été mis en place, hein, qui s'appelle l'OFREMI et la PFA fait partie de l'OFREMI. Donc si on va au slide suivant. Donc dans le cas de l'OFREMI, hein, qui est l'Observatoire français pour les ressources minérales, dans le cas des filières industrielles, donc la PFA représente la filière automobile au sein de ce groupe qui reprend toutes les filières industrielles françaises, hein, donc le transport maritime, le ferroviaire, l'aéro, si je puis dire, civil et militaire, la défense. Donc ça permet aussi, nous, filière automobile, de savoir comment les autres industries vont utiliser les matériaux et aussi les concurrences ou au contraire les synergies qu'on peut avoir entre les différentes filières pour faire des effets de volume, des effets masse. Donc au sein de l'OFREMI, ce qu'ils mettent en place, en fait, c'est des fiches de criticité qui permettent, comme montrait Barbara, suivant l'importance économique, les risques d'approvisionnement et aussi le positionnement sur la chaîne de valeur, comment chacun des métaux critiques se positionne. Donc là, on ne retrouvera pas forcément que les métaux pour l'automobile, hein, puisque l'OFREMI travaille pour toutes les filières. Vous allez aussi avoir le titane, hein, qui est stratégique pour la défense et le militaire, et le nucléaire aussi. Donc il y a une mise à jour de ces fiches de criticité qui sont faites. Et au sein de la filière, on fait partie du comité de direction pour proposer des mises à jour de ces filières-là et de ces fiches-là. Donc ça permet d'alimenter en fait les informations. À partir de ces fiches qui sont vraiment faites au niveau matériaux, ce qui est fait aussi par l'OFREMI, c'est des rapports de synthèse, hein. Donc là, le dernier, par exemple, c'est tout ce qui est lié à la criticité du nickel en Indonésie par rapport aux risques techniques, géopolitiques, économiques, environnementaux. Et aussi, ce qui a été fait, c'est le groupe de travail qu'on avait mis en place pour tout ce qui est nécessité en métaux critiques, les besoins de matériaux pour les batteries en fonction des différents types de chimie de batterie et en fonction du mix énergétique qui peut être fait en fait dans les différentes industries pour utiliser les batteries. Nous, ce sera plutôt pour la partie véhicule électrique, mais aussi la partie batterie de stockage. Et ce que l'on a mis en place, puisqu'on a un autre gros caillou dans la chaussure que les matériaux que l'on a pu voir là, c'est qu'il y a la partie tungstène, où là c'est très compliqué en fait de suivre l'impact de tungstène dans toute la filière automobile, notamment au niveau mécanique, hein, puisqu'on l'utilise en fait aussi bien dans les outils de coupe, mais aussi dans les outils de forge, que dans les outils d'injection, que dans la partie en fait de renfort des aciers. On va le trouver à différents niveaux dans le produit et dans le process. Donc avec l'Ofremi, on est en train de faire un proof of concept, là, un POC, qui permet en fait d'utiliser tout ce qui est données publiques. Vous savez, là en ce moment, avec le détroit d'Ormuz, on peut voir les bateaux qui passent, mais aussi lorsque vous avez des gens qui prennent l'avion, vous pouvez suivre en fait l'avion, où est-ce il se situe. Donc cette startup utilise toutes les données sources disponibles en open data. Et ils ont aussi la possibilité en fait d'avoir des créneaux pour des images satellites qui permettent d'avoir une vraiment physique d'un flux logistique, c'est-à-dire s'il y a un fournisseur qui déclare une mine, mais que sur les images satellites, on voit qu'il n'y a pas d'entrée-sortie dans la mine depuis 3 4 mois, on suppose que cette mine-là n'est pas active. Et ils regardent aussi par télémétrie 3D, en fait, de regarder les volumes embarqués dans les bateaux en fonction du tirant d'air et du tirant d'eau par rapport à ce qui est déclaré par les douanes, qui sont des données publiques, de façon à faire des mappings très précis. Donc là, on est en train de le faire sur le tungstène. C'est un gros impact qu'on a du mal côté filière automobile à capter, hein, puisqu'il y a différents acteurs. Et on regarde aussi les flux financiers, puisque vous savez, suivant certaines restrictions, notamment aux États-Unis et de plus en plus en Europe, ils demandent d'avoir des partenaires en fait, dont l'actionnariat est de moins en moins majoritairement chinois, détenus par des fonds financiers chinois. Donc il faut regarder aussi le long de la chaîne de valeur, où est-ce que se situent les acteurs, quels sont les sites de transformation, d'extraction, mais aussi la partie financière. Donc ça, c'est en cours et on est en train de se former là pour voir comment on pourrait utiliser cet outil de façon critique et de façon autonome.
Et le tungstène, c'est vraiment le bon exemple, puisque c'est très compliqué. Et au niveau des stocks, au niveau des flux, c'est très, très difficile de savoir comment ça s'organise et en plus, on rappelle que le tungstène est déjà sous export contrôle. Donc normalement, tous ceux qui utilisent du tungstène, ont obligation d'avoir une licence et en plus, le tungstène fait partie, en fait, des minerais critiques. Donc il y a toute une réglementation aussi de déclaration par rapport au tungstène qui fait que c'est un point d'attention qu'il faut que l'on puisse capter facilement, de façon coordonnée au sein de la filière automobile et on synchronise avec la filière des industries mécaniques, hein, qui eux aussi sont, les premiers acteurs importants par rapport au tungstène. Voilà pour vous dire ce que l'on fait avec l'Ofrémi de façon, très opérationnelle pour alimenter les leviers, que je vous ai présentés précédemment. Merci à tous les deux pour votre intervention. Je pense que nous devons consacrer du temps à notre auditoire et nos partenaires, puisque effectivement l'objectif de la séance est évidemment de partager. Donc, j'ai vu qu'il y avait différentes questions qui avaient commencé à arriver sur le flux de conversation. Là aussi, si c'est des choses que vous pouvez pas écrire parce que c'est plus difficile à écrire, vous levez la main. J'essaierai de gérer entre les deux. L'idée de la séance, hein, c'est aussi de partager vos difficultés concrètes, vos retours d'expérience, vos enjeux spécifiques, pourquoi pas, et puis vos besoins d'information. Et puis, entre la FIEV et la PFA, on essaiera, vous avez vu, il y a pas mal de dispositifs qui sont en place, d'y répondre. Alors, on ne garantit pas qu'on répondra à toutes à tous les besoins, mais effectivement, c'est un bon support aussi. Donc, si je regarde les premières questions dans le flux, alors la première question, Frédéric. Donc, si simplement tu peux ouvrir ton micro, Oui, oui, te présenter, enfin même mettre la caméra si tu le souhaites, voilà. Euh, te présenter et poser ta question, s'il te plaît. Merci. Donc, Frédéric Martin, actuellement, je travaille comme consultant pour la FIEV dans le domaine des affaires publiques. Sinon, j'ai un lourd passif ou passé chez Renault. Euh, non, ma question, Barbara y a bien répondu, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'était juste pour préciser le sens de la question. Et quand on regardait les slides après, on voyait bien, évidemment, et de façon logique, que la criticité ou le caractère risqué de telle ou telle appro dépend des matières en fonction de dans quel pays sont telles matières. Donc, on peut penser que logiquement, il devrait y avoir une déclinaison de volonté de maîtriser X% en Europe qui peut dépendre des matières. Et je comprends de la réponse de Barbara que au global, 65%, c'est valable pour tous, toutes les matières, mais que le sujet n'est pas complètement clair, au moins à ce stade, pour le détail des autres indicateurs de... C'est ça, hein, ce que je comprends. Oui, 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 c'est vrai que dans les textes, il s'est bien précisé dans le CRM Act, en fait, que pour, enfin, ou dans le texte qui même faisait préambule au CRM Act, que c'est pour each strategic material que le seuil de 65% est demandé. Donc, on ne devrait pas dépendre pour plus d'un seul pays pour chacune des matières. Et on comprend bien finalement la logique. Hein. S'il venait à manquer un matériau parmi tout cela, bah, ça pourrait mettre en péril l'activité économique au sens européen déjà. En revanche, pour les autres, c'est moins clair dans le texte. Mais finalement, quand on regarde les déclinaisons, les benchmarks qui commencent à être faits, et puis euh, les, les textes d'interprétation autour, on se rend compte quand même qu'il y aura forcément une phase d'assessment, j'allais dire d'évaluation pour chacune Ouais, des matières quelque part. Après, l'Europe avait en tête, quand elle a mis en place ces KPI non contraignants, de faire un retour d'expérience, on va le dire ça comme ça, en 2030 pour voir si finalement ces objectifs étaient réalistes justement Oui. et devaient être éventuellement adaptés, etc. S'il y avait des travaux spécifiques à mener sur une filière ou une autre. Et typiquement, on le voit là, dans le CRM Act, il y a un paragraphe spécifique sur les terres rares parce que l'Europe s'est rendu compte depuis déjà un petit moment qu'on était très très dépendant de la Chine aussi de la Birmanie pour l'approvisionnement minier en terres rares lourdes, mais enfin on va dire de la Chine pour toute la partie raffinage. Donc, il y a eu un focus spécifique là-dessus et mm, des exigences supérieures, on va dire, un article dédié dans le CRM Act sur justement les aimants et les terres rares. Donc, je pense que ça se déclinera après en fonction des retours et des premières évaluations qui seront faites avant 2030.
Très clair, Oui, merci. merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'évoquais aussi la notion de réalisme, puisque effectivement, dans ce type de crise, on a été un peu traumatisé il y a quelques mois par la crise Nexperia, qui était la crise de semi-conducteurs, où on s'aperçoit qu'on est très dépendant monofournisseur et effectivement, ça a des impacts. Alors, on a beau le savoir, mais je pense que l'ensemble de ces crises nous, nous sollicitent de plus en plus. Jean-Pierre Faure, une question. Oui, bonjour. Je travaille Bonjour. pour donc l'équipementier à Raymond. On est amené à utiliser de façon assez modérée du cuivre, mais donc on se pose quand même pas mal de questions. Le, ce qui nous paraît surprenant, c'est que c'est quand même un minerai qui est très courant et qui est réparti assez globalement. On croit comprendre que le risque se situe plus au niveau du raffinage. Est-ce qu'il y a vraiment un réel risque de rupture ou est-ce que les données sont très pessimistes pour les années qui viennent? Je vais commencer par répondre et puis je pense que mes collègues compléteront. En fait, sur le cuivre, vous avez raison, hein, les mines sont réparties plutôt bien dans le monde. Il n'y a pas un pays qui fait plus de 60%. Voilà. Après, et puis le raffinage est pour 50%, juste un peu plus de 50% en Chine, qui est pas mal, mais on a bien pire sur certaines autres matières en termes de prédominance chinoise. Ce qui, euh, Ce qui se passe sur le cuivre, en fait, moi, ça fait au moins 10-15 ans que je suis sur ces sujets-là, et je me rappelle, il y a 10-15 ans, on me disait, il y en a encore pour 10 ans de cuivre. On nous dit la même chose maintenant. Donc, je pense que les réserves augmentent au fur et à mesure où on les recherche. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les teneurs des gisements facilement accessibles sont en train de décroître fortement. Et donc c'est plus compliqué, c'est plus cher d'aller chercher des nouveaux gisements ou même d'aller creuser dans les gisements déjà existants pour retirer un minerai exploitable facilement au tarif qu'on voit. Ce qui risque de se produire, enfin à mon sens, c'est pas tellement un manque de matière, c'est par contre une forte augmentation des prix. Et c'est ce qu'on voit de toute façon actuellement, hein, une volatilité forte sur le cuivre, une tendance à augmentation des prix, parce que finalement, les investissements qui vont être nécessaires pour aller chercher ces nouveaux gisements, et on sait qu'il va y avoir effectivement avec les transitions, notamment énergétiques, mais aussi digitales, besoin de plus de cuivre, eh ben, va falloir investir beaucoup. Donc, pour que ce soit rentable, il faut que les prix augmentent. Et c'est sans doute ça, la tension en fait entre l'offre et la demande risque de se matérialiser par une augmentation des prix. C'est plutôt ce que je vois. Et après, les enjeux, enfin les impacts sur l'environnement sont aussi des choses qui sont de plus en plus regardées. Notamment, je parlais à un moment de l'accès à l'eau, mais c'est vrai que les mines de cuivre qui sont en Amérique du Sud, ça demande évidemment, enfin opérationnellement, toutes les mines demandent beaucoup d'eau pour gérer la poussière, pour nettoyer, pour concasser, etc. Et dans des pays où il y a de plus en plus de sécheresse, où l'accès à l'eau devient un enjeu sociétal, ça pose des problèmes. Donc il y a des grèves, des manifestations de plus en plus. Donc c'est plus dans ce sens-là, je pense, où il y a des risques sur le cuivre. Pas forcément Et d'un accès Ouais. au minerai lui-même, mais un accès plus compliqué et qui va générer plus de problématiques. Alors Je ne sais après, pas si justement, Gilda... voilà. des simulations qui avaient été faites avec l'Ofrémy, parce que vous savez que le cuivre, c'est un métal stratégique pour tout ce qui est transition, notamment électrique, mais aussi sur tout ce qui est communication, hein, même s'il y a de plus en plus la fibre optique qui remplace les réseaux cuivrés, vont se développer en dehors de l'Europe et des États-Unis. Donc, suivant les scénarios de transition énergétique, digitale rapide ou pas rapide, dans les scénarios, on a des manques de cuivre en 2035. Et comme dit Barbara, ce n'est pas des manques géologiques, c'est-à-dire que le cuivre, il serait disponible, mais il faut qu'il y ait effectivement des investisseurs pour reprendre des mines, étendre les capacités pour couvrir en fait ces manques qui seraient actuellement simulés en 2035. Mais si la volonté financière est derrière, il y a possibilité de pouvoir avoir ces manques qui peuvent se diminuer, sachant que le cuivre, on en trouve, mais il sera de plus en plus cher à être exploité. Donc c'est surtout cet équilibre technique qui favorise la hausse des prix, puisque pour ouvrir des mines, il faut que les prix soient élevés. Et pour les prix qui sont élevés, on en utilise moins. Donc c'est surtout la pénurie qu'on peut avoir, c'est le temps
d'ouvrir les mines, les mettre en place pour s'assurer qu'en 2035, ça se passerait, mais d'ici 2035, les choses peuvent fortement évoluer. Et d'ailleurs, l'OFREMI a mis un rapport complet là sur le cuivre. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être partagées pour que ceux qui s'intéressent au cuivre puissent y Ouais. avoir les études de l'OFREMI. Et puis on anticipe une forte augmentation de la consommation de cuivre sur d'autres secteurs, tout ce qui est IT, cloud, besoin en, en data center et ainsi de suite qui vont aspirer le marché. Donc c'est sûr que la filière automobile par rapport à ça va peser de moins en moins. Alors, sur le cuivre aussi, quand même, il y a un élément important, c'est qu'il y a quand même à peu près 30%, je dirais, de la demande qui est satisfaite par du recyclé actuellement. Oui. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à capter, ce cuivre secondaire. Il ne faut pas le laisser partir. Effectivement, il faudrait recycler tout ce qu'il est possible de recycler pour pouvoir l'intégrer dans nos produits. Voilà. Et je crois qu'il y a des actions actuellement, et puis je passe la parole aux questions aussi, sur les restrictions d'exportation de déchets en cuivre de la part de l'Europe pour que, effectivement, on puisse adresser ces quantités de cuivre sur une consommation européenne. Donc ça, c'est important de créer ces filières-là. Alors, sur le fil des questions, alors il y a une question. Allez-vous envoyer la présentation? Donc oui, c'est ce que je disais en début de séance, à la fois l'enregistrement, puisque la séance est enregistrée, et la présentation seront envoyées aux participants du tour de table et aussi seront à disposition sur les sites PFA et FIEV, bien entendu. Merci pour votre question. Sur le fil de questions, je ne vois pas d'autres questions, sauf erreur de ma part. Est-ce que quelqu'un souhaite poser directement, vous levez la main, vous n'hésitez pas, vous prenez la parole. Si vous avez des questions, ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à partager les difficultés ou les besoins d'information que vous pouvez avoir. L'idée, c'est que Oui, nous, on vous fait une redescente d'informations très large, volontairement courte, on pourrait en parler pendant quelques heures. Mais l'idée, c'est aussi de vous donner la parole par rapport à vos besoins, vos risques sur le sujet. puis le côté opérationnel, voir comment opérationnellement il y a des infos qui vous avez besoin d'avoir, comment on peut améliorer le CRA10 que l'on a pour irriguer l'ensemble de la filière. Donc n'hésitez pas à partager ce qui vous manque, comment vous suivez en fait toutes ces activités-là, et puis qu'on puisse voir comment on peut supporter via le CRA10 Oui. vos activités au jour le jour, vraiment de façon opérationnelle. Ne soyez pas timide. Ouvrez votre micro si vous êtes en mute. Oui, Xavier, Ouais, on merci. parle. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Bonjour. On parle beaucoup, enfin, je trouve, on parle beaucoup de crise ponctuelle là. Est-ce que toutes ces mêmes réflexions sont un peu poussées pour 2035 et la suite, pour la diminution de la disponibilité du pétrole, qui aura des effets cascadants sur tout le reste que vous décrivez aussi, quoi. Donc, est-ce que Oui, ces alors ça, simulations de disponibilité sont poussées jusqu'à 2035-45 en prenant en compte cette oui, diminution oui. de disponibilité pétrole? Il y a un groupe de travail au sein de l'Agence internationale de l'énergie qui est justement issu de l'ancienne agence liée aux énergies fossiles. Et ils ont été mandatés par l'ONU de suivre effectivement l'impact de la transition et la diminution du pétrole sur notamment les besoins en métaux critiques. Donc, c'est-à-dire que les métaux critiques, c'est pas du court terme, ça va nous embarquer sur du très long terme, avec des tensions qui vont s'exacerber par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on vous a présenté, les risques techniques, économiques, géopolitiques, de concurrence, mais aussi par le fait qu'il va y avoir des transitions et des manques de pétrole. Mais l'IEA, dans ses simulations, sont très optimistes en disant que rapidement, on va passer vers un monde post-pétrole. Et ça, c'est
qui sont simulées à niveau Union européenne, Nations Unies et l'IEA fait tous les ans des rapports justement par rapport à ces tensions-là, sachant que pour extraire aussi du pétrole, même si on va en extraire de moins en moins, il y a besoin de métaux critiques, hein, notamment les métaux de la catalyse. Et à l'inverse, ça va rapporter des tensions sur d'autres matériaux, pour nous notamment liés à l'hybridation ou à l'électrification et à terme la pile à combustible. Donc tout ça, c'est suivi avec des outils de simulation, hein, vous savez, avec soit tout le monde bascule rapidement vers une transition verte, soit on reste sur une transition en fait issue du pétrole, avec des scénarios 2035-2050 qui donnent des grandes orientations, mais qui rajoutent de toute façon qu'à terme, il y aura de plus en plus de pression sur ces métaux critiques sur le très long terme. Et donc ça, les rapports de l'IEA sont disponibles sur le site de l'IEA, hein, donc vous pouvez effectivement les récupérer. Et nous, ça nous sert au sein de la PFA complet à reprendre ces différents scénarios, hein, transition rapide, transition lente, transition vers une imposition locale. Et aussi, ils font des simulations, en fait, puisque l'IEA simule forcément qu'à terme, les pays du sud-Équateur, qui au début étaient des producteurs de matières premières, vont de plus en plus s'intégrer dans la chaîne de valeur et vont de plus en plus produire des produits semi-raffinés, raffinés, avec des demandes d'intégrer les transformations chez eux et qui vont revoir complètement les façons dont les contrats sont faits, les circulations des flux de matières premières. Très bien, merci. Frédéric. Oui, la question sur le pétrole me fait penser à une autre question un peu transversale sur l'eau et sur le sable. En fait, parce qu'on voit de temps en temps passer des trucs, alors c'est peut-être du niveau bref de comptoir, hein, donc pardonnez-moi, mais bon, la disponibilité de l'eau, vous l'avez mentionné, hein, pour certains, pour de l'extraction ou du raffinement, du raffinage, pardon, de matière. Mais tous les groupes qui travaillent là-dessus, l'OFREMI, mais aussi le groupe que mentionnait Gildas à l'ONU, et est-ce qu'ils considèrent bien aussi des scénarios concernant la disponibilité de l'eau, d'une part, en transversal, donc, et puis cette histoire de sable dont on voit passer des articles dans les médias, est-ce que c'est un vrai sujet ou pas pour le silicium et donc, pour le numérique? Ouais, je peux répondre en partie. Donc effectivement, l'eau, c'est pris en compte, hein, dans tous ces scénarios, c'est bien pris en compte. Les impacts sur l'environnement intègrent forcément l'eau. Par contre, sur le sable, je pense pas, parce que le silicium qui est utilisé, c'est plutôt un silicium issu de carrières pour faire les siliciums polycristallins utilisés dans les semi-conducteurs. Donc ça va pas être la même problématique. Et le sable, je pense que ça pose plutôt, enfin, c'est surtout celui utilisé dans tout ce qui est cimenterie, etc., plutôt dans le monde de la construction. Donc, de ce que je connais, non, la problématique sable n'est pas regardée pour les matériaux qui nous concernent en tout cas. Et merci. Pas d'autres questions dans le tour de table? Alors, pour votre information, en complément, parce qu'aussi, on a une casquette aussi formation et compétences, hein. Donc, on est en train de regarder via justement ceux qui font de la réindustrialisation, et même vous, si vous avez un savoir-faire, en fait, sur la transformation, l'utilisation ou la fabrication de certains sous-ensembles de métaux critiques, comme notamment, nous on regarde beaucoup tout ce qui est lié à la fabrication des aimants, hein. N'hésitez pas à nous le dire parce qu'on essaye via le réseau industriel aussi de monter des formations pour que tout le monde puisse être au courant de la spécificité sur le traitement thermique, le traitement de surface, le foutage, la partie utilisation de ces métaux critiques, hein, pour faire des montées en compétences aussi, au sens filière, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir des modules où on a le maximum des gens de la filière. Le plus simple aussi, c'est de savoir quelles activités pourraient vous intéresser là-dessus, de façon à tous monter en compétences, puisqu'il y a des réindustrialisations qui vont se faire. Il y a de plus en plus d'équipements qui étaient chinois qui vont plus être utilisés, donc pour la maintenance aussi, il y a de plus en plus d'acteurs européens qui vont se positionner pour des composants qui, à l'origine, étaient utilisés sur des machines chinoises. Donc cet aspect aussi compétence, n'hésitez pas à remonter vers Thierry s'il y a des besoins particuliers. Nous, on communiquera. Le BRGM fait beaucoup de formations sur tout ce qui est mine.
on essaye de faire après l'aval, c'est-à-dire une fois qu'on a le minerai, c'est quoi les procédés pour les transformations. Et puis après, c'est une fois qu'on a les transformations, les oxydes, les alliages, c'est comment on les met en œuvre pour faire différents composants. Donc, on a des métiers de cœur, et puis il y en a d'autres qu'on va redécouvrir du fait que la situation fait qu'on va être de plus en plus besoin d'avoir un réseau non chinois pour pouvoir fabriquer et importer des composants et sur lequel il y aura peut-être des requalifications. Et il y aura besoin d'avoir une certaine connaissance, comme on est en train de l'acquérir là, sur la fabrication des batteries. On commence par la fin, mais on commence à remonter petit à petit sur la fabrication des précurseurs, la transformation du minerai, avec toutes les tensions qui peuvent y avoir dessus, sur les aimants, l'électronique de puissance. Là, il y a de plus en plus d'usines qui vont se monter aussi en Europe. Donc, tout ce réseau compétences, c'est des choses aussi qui peuvent être remontées et aussi partagées si vous en avez. Euh, on peut voir des modules pour, quand que vous avez formé vos personnes, on puisse profiter à l'ensemble de la filière de monter des modules techniques autour de ces matériaux critiques et stratégiques. Voilà, et autour des besoins, donc on va lancer d'ici quelques semaines un sondage parmi vous pour voir effectivement si vous, et là ce sera peut-être l'occasion pour vous de vous exprimer de manière peut-être un petit peu plus détaillée sur si vous vous sentez suffisamment informé, quel type d'information, on parlait en complément, Gilda parlait de formation, quels sont les besoins et ainsi de suite pour que nous, on puisse orienter aussi nos travaux dans le cadre du CRA 10 de la PFA, justement pour mieux en fait servir la filière automobile et à la fois dans l'accompagnement, mais aussi vis-à-vis de Olofremi, BRGM et même l'Europe pour que effectivement on puisse faire entendre la voix la voix de la filière automobile. Allez, une petite question avant la fin du webinaire, s'il y en a, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, Thierry, si les questions ne viennent pas maintenant, elles peuvent toujours venir après et tu nous Voilà, bien transféreras. sûr. On est bien sûr à disposition. En tout cas, merci beaucoup à nos présentateurs pour votre expertise et effectivement les points très, très détaillés sur le sujet. On pouvait aller évidemment plus loin, d'être peut-être plus professoral et occuper le terrain peut-être un peu plus, mais je pense que c'était pas forcément nécessaire dans un premier webinaire. On peut imaginer d'autres webinaires s'il y a des besoins qui reviennent. Donc, n'hésitez pas à réagir, à nous renvoyer vos questions, vos impressions, vos souhaits. On essaiera d'y répondre et puis voilà. Donc, il y aura sûrement un petit sondage à la suite pour que effectivement on puisse nous orienter les travaux de manière beaucoup plus, j'allais dire, plus dirigée. En tout cas, merci beaucoup, bonne fin de journée, bon week-end et à très bientôt.